Salut tout le monde, comment vous allez? On a reçu des moteurs Rocket, donc on a déjà parlé du 42 par 92 1300 kV. On a ici un 42-82 1600 kV et un 42-82 1450 kV. Attention donc avec ces moteurs, tour minute max autorisé par le rotor 50 000, donc faites votre calcul pour être sûr avec les batteries pleines. Tu prends 4,2 fois le truc. Prends-toi une petite marge parce que c'est mieux que d'être trop limite et d'éclater un rotor pour rien. Pour rappel, le rotor de notre cher moteur brushless, ce sont 2, 4, 6, 8 aimants collés sur un moyeu qui est lui-même collé sur un axe. Deux points faibles. La colle va monter en température. Certaines marques utilisent des colles vraiment trop basse qualité, donc au-delà de 90 degrés, ça commence à poser problème. Il y en a qui utilisent des colles qui tiennent jusqu'à 150 degrés, voire un peu plus. Deuxième point faible, les aimants. Un aimant n'a aucune solidité structurelle. Tu ne peux pas fabriquer quelque chose avec un aimant, c'est mou, ça s'effrite, ça casse. Alors, ce qui se passe en roulant sur les chocs, c'est ce qui s'est passé ici, regarde. La partie arrière, c'est sectionné de la partie avant et ça a tourné indépendamment. Tu peux faire tourner tout le bloc sur le machin là, ou encore plus, éclater complètement le rotor. Est-ce que j'en ai un là? Non, ça c'est un autre. Regarde qui a subi la même chose. Combo avec un capteur. Tu vois, on a déjà un capteur nouvelle génération avec un aimant sur ce rotor, pourtant il n'est pas à 15 km du rotor. Comme on a vu dans certains moteurs Castel, là c'est vraiment dommage, ce méga écart entre les deux pièces. C'est forcé pour pas avoir de perturbation du champ magnétique, mais ça rapetissit le rotor, c'est pas trop ce qu'on veut. Hein. Est-ce que je t'en ai un éclaté là? Même pas? Si. Voilà, regarde celui-là. Là, tu vois bien, parce que j'avais enlevé le Kevlar, donc les aimants sont juste collés ici sur le petit rotor, et ensuite enveloppés dans le Kevlar ou le fil carbone, etc., pour éviter justement la dislocation de l'ensemble. Certains repassent du film et du machin, mais il faut faire gaffe au diamètre, puisque sinon tu vas frotter sur le stator. On peut pas tout réparer, hein. On peut pas juste les coller pour les remettre, t'as pas d'équilibrage, t'as rien, c'est assez aléatoire. Ça peut fonctionner un temps, ça peut dépanner, mais ce que je joue à chandelle, c'est toujours à toi de te décider après. On a ici donc un rotor de 82 mm et ça, c'est un rotor de 74. Tu vois un peu la différence. Donc ça, c'est des moteurs de 40 ou 42 mm de diamètre extérieur, donc il y a une certaine logique. Quelqu'un m'a dit un jour, tu regardes, c'est pas un vrai moteur de 42, c'est une culasse de 42, mais dedans il y a un moteur que de 38. Vu que le moteur fait 40 mm de diamètre extérieur, l'épaisseur du carter moteur, tu dois la déduire. Donc à l'intérieur, évidemment, le stator, lui, n'a pas du tout 40 mm. C'est forcé qu'il a que 39 ou 38. Et ainsi de suite. Par contre, là où les constructeurs trichent souvent, c'est attends, on l'a vu, Traxxas avait commencé avec le Venignon en 2200, c'est sur la taille du stator à l'intérieur en longueur et la taille du rotor en longueur. Ça paraît pas grand chose, mais ça fait une très nette différence de puissance. Évidemment, ça va consommer déjà plus à vide que ça. Mais selon le poids de ton véhicule, donc si tu mets un moteur trop balèze dans un véhicule trop léger, c'est inefficace parce que tu a plus de puissance que ce que tu peux exploiter. Donc là, tu auras pas moins de consommation avec le gros, tu auras moins de consommation avec le petit qu'avec le gros. Mais dans un véhicule lourd où le petit va forcer, par exemple le Venignon 2200 dans le Revo, il force, donc il chauffe et il consomme beaucoup. Par contre, si tu mets du coup un moteur à la bonne taille pour adapter bien au poids du véhicule, tu crées l'effet inverse. Tu vas peut-être avoir une consommation plus faible à vide, mais comme le moteur force moins à l'accélération, résultat, chauffera moins, consommera moins. Il faut donc trouver le bon équilibre selon le poids de ta machine. Vous l'avez vu, on l'a testé sur certains engins, on est allé à l'opposé, on est allé overkill. Résultat, on n'a rien gagné du tout. Ça ne fonctionne pas toujours comme on veut, c'est clair. Celui-là, tu le connais. Hein. Le rotor avec le petit crochet au bout. Hein. Arma, Spectrum et compagnie. Alors,
j'ai les outils sur la table où tout est bien parce qu'on va ouvrir cette chose. On va commencer par le 92. Donc faites attention. On va causer du tableau là-dedans. Si tout se passe bien, ces moteurs seront dispo chez Action Modisme. Toujours à des prix super sympas chez lui, vous avez vu. Et attention, il n'aura forcément pas toute la gamme. Il va prendre des moteurs les plus vendus, ce qui intéresse le plus. En ce moment, avec l'augmentation du prix des RC, c'est sûr que le indice reconnaît à nouveau un petit essor sur les indices, surtout dans la période hivernale, parce que plein peuvent rouler indoor. Parce que ça reste dans le budget des gens, alors que les 1.8, 1.6, le budget explose vite. Alors, je ne me suis pas penché sur le moteur 68, 42, vous savez que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 42, 74. On nous annonce 2800 watts, donc la même chose que Weaving et les autres. C'est 2800 watts max. Attention, on continue. Il y a théoriquement la moitié. À savoir que 2800 watts fois 1,57, je crois, pour passer en chevaux, ça nous fait du 3,7 chevaux à peu près. Entre 3,5 et 3,7 en max, c'est-à-dire pendant que le moteur tire. En traction, le moteur électrique va sortir 3 chevaux et demi. Mais par contre, en vitesse continue, après, ça va chuter à moitié. Ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Le moteur thermique, ça va être l'inverse. Il va peiner à l'accélération. Par contre, il aura ses 3 chevaux et demi continue tant que tu restes plein gaz. Pour, par exemple, le 42-74 2500 kV, parce qu'ils font un 2500 kV en 74, c'est pas les seuls qui ont fait ça, il y a d'autres constructeurs avant qui sont lancés dans ça. Le moteur Surpass qui est dans le Team Magic 4S, le Thor. Attention, évidemment, un moteur de 74 avec autant de kV, lui, il est limité, ils te disent bien à 20 volts. Consommation 140 ampères, consommation vide 2,8. Tu vois, alors que si tu passes sur un 42-74, où est-ce qu'ils sont les kV là, 1500 kV, on descend à 1,1 vide et une consommation plus que de 92, mais évidemment en 30 volts. Donc celui-là, même celui-là, le 1500 kV ne prend pas 8S. Tu vas être trop loin. En 8S, il va te péter la frimos. Donc pas forcément utile le 1005 en 42-74. Par contre, il y a un 1850, ça peut être sympa, à 108 ampères en 26 volts. Si tu passes la taille au-dessus, on passe à 3400 watts. Donc 600 watts de plus entre deux tailles. Et on prend encore 800 watts de plus entre le 82 et le 92. Les consommations, bien sûr, s'envolent avec. Un moteur, par exemple 42-82, ils font un 2150 kV, donc quasiment 2200 kV. Il donnait à 23 volts. 23 volts, ça fait... Ouais, en 6S moyen, tu es à 22,2, mais chargé 25,2. Tu navigues un peu à la limite et il donne 150 ampères. Donc gaffe parce que ces Vario sont livrés en combo si tu veux, avec un Vario 120 ou 150 ampères. Il y a une fonction turbo, mais il n'y a pas de capteur. Il y a un capteur de température, mais il n'y a pas de capteur. Donc le turbo, il se passe comment si tu n'as pas de capteur? Ben, par défaut. Quand ton variateur reçoit le signal plein gaz, il va mettre le boost que tu as programmé. Donc il va augmenter le timing. Le moteur va prendre encore quelques tours. Donc si tu prends un moteur comme ça, qui prend tout juste, là par exemple le 42-82, qui prend 23 volts, et tu le roules en 6S, le 2200 kV, c'est énorme ça, 2200 kV en 6S, sur un moteur de cette taille. Si tu mets encore du boost, il y a de fortes chances que le rotor te pète à la frimose. Donc faites gaffe avec ça. Le 1780, lui prend 28 volts, donc il sera tranquille en 6S. Il consommera que 120 ampères en 28 volts. Toi tu vas pas rouler 28, tu vas rouler en 22, donc l'ampérage là il grimpe un tout petit peu. Il faudra faire gaffe, hein. Donc pour moi, en 82, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est le 1450, 1600 et 1800. Après le 2150, comme dit, si tu vises juste pour limite une GT, t'as un 5, si tu veux y aller fort, ouais. Mais dans ce cas-là, je préférais passer donc sur du 92 mm en longueur. Là, on a un 1780, mais attention, 28 volts max, 150 ampères. Tu vois, tu as des grosses consos sur ces moteurs-là. Par contre, il pourra emmener des pignons beaucoup plus gros. Le moteur en 92 pourra prendre facile 3-4 dents de plus que le 74 avec le même nombre de kV et le même voltage. On a une consommation équivalente, tu vois. On a ici un 1800 kV, en gros, on va dire qu'il consomme 150 ampères en 6S. En 82, tu peux aller à 2200 kV. Donc les gens, des fois, ils vont se dire, ouais, voilà, je prends 300 kV de plus, je vais aller plus vite. Non, parce que lui, il a 800 watts de plus. Ça fait plus qu'un cheval de plus.
Donc il aura moins de problèmes à emmener la même masse ou un pignon plus gros pour emmener ta masse. Donc c'est à toi de voir. J'ai donc pris moi le 1300 kV qui prend 36 volts. Donc on est tranquille en vitesse, 115 ampères. Il existe encore un 1030 kV qui lui prend 42 volts. 42 volts, ça fait pas tout à fait 12. Pas toujours pratique. C'est vrai que de l'hypo 6S légère, un 1030 kV en 12S, un Cavario 12S léger qu'on n'a toujours pas, puisque nous avons ici, je le rappelle, on va faire une petite parenthèse sur celui-là, le FVT 12S que je vous conseille absolument d'éviter. Parce qu'on a constaté que ce Vario a un gros problème. Déjà quand tu le branches, quand tu l'allumes on-off, il y a une méga étincelle dans l'interrupteur on-off. Ça veut dire que il y a plus que 5 volts qui passent par là. Je pense que c'est ça qui lui pose problème. On va peut-être essayer avec celui-là de couper la lime ici et de lui mettre un bec externe. Mais c'est pas sympa parce que ce qu'on voulait c'est un Vario compact qui prend 12S. C'est vraiment un gros problème quand tu freines. Il faut attendre l'arrêt total du véhicule pour pouvoir repartir. Si tu forces, il fume. Si tu es en roue libre dans une descente, tu as freiné un peu, tu lâches, il t'éclate à la frimousse aussi. D'ailleurs, Gros Joe, est-ce que le tien est encore vivant puisque tu l'avais sur ton Outcast 12S? C'est vrai que ça marchait bien. C'est le seul qui marchait normalement presque. C'est celui que tu as reçu. Alors est-ce que tu l'as encore ou qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu peux nous dire ça? Bien. Voici donc un 92 mm. Entre le 40 et le 42, il n'y a que les ailettes ici qui font la différence. Hein. On va vérifier ça. Parce qu'on a remarqué aussi que les marques ne trichent pas que sur la longueur du rotor, mais sur le diamètre du corps, du stator et du diamètre aussi interne du rotor. On a bien un 40 ici. Et on va tenter de l'ouvrir par devant. Parce que derrière, il peut y avoir les câbles. On a vu que les anciennes moteurs de génération Surpass, souvenez-vous, le tout premier qui était utilisé par Obao, Connect et Team Magic, avait un gros problème de bobinage à l'arrière. C'était mal monté, les câbles touchaient le rotor en mouvement et bye bye. Grosse consommation, chauffe aussi. Hein, ils n'ont pas la meilleure efficacité par rapport à la conso, ces moteurs, mais n'empêche qu'on est dans des prix sympas. J'en ai eu pour, je crois, 75 ou 80 euros pour le gros là. Et les autres, 65-70 euros. Contre les moteurs Obi-Wan qui sont en train de s'envoler. C'est dommage, hein. Le Quick-Run, à un moment, on payait ça 60 euros. Il est à 120. Et après, on te dit, oh, ça va monter que de 10%. Ouais, bien sûr. Mais oui. Devant, donc un grand classique. Attention, on a une petite rondelle de calage en laiton. Faites toujours attention à ça. Ah, ça, c'est ce qu'on n'a pas fait maintenant, tu vois. On n'a pas joué sur le rotor pour voir si on avait du jeu ou pas. Donc faites-le moi penser aux autres. Le roulement, taille convenable. La qualité, on n'en sait rien. C'est vraiment là que ça pêche. Le poids aussi, faites gaffe. Hein, bien sûr, ces moteurs sont de plus en plus lourds. Quand ils économisent sur la qualité. Le 92 pèse 560 grammes. Et on nous annonce, on va vérifier par rapport à... C'est toujours plus ou moins, par 20-30 grammes près. On nous annonce combien là en poids. Alors, en chinois, j'ai pas trouvé. et là non plus. Si, 506 grammes. Donc on est un peu plus lourd, cette balance est ajustée. Il y a un poids de 20 kg, elle indique bien 20 kg. Donc on est un peu plus lourd que ce qu'ils prévoient, je pense qu'ils ont pesé sans les câbles, tout simplement. On voit déjà aussi que le film ici, regarde, il est déjà endommagé. Bon, ça c'est pas très grave. Ce film il sert à quoi? Ici, tu as les fixations moteurs. Donc, tu as 2 trous M3, d'ailleurs, au passage, et 2 M4. Ce sera donc éventuellement nécessaire, selon le véhicule où tu le mets, de démonter le carter avant et de le tourner pour avoir tes 2 trous M3 au bon endroit, ou M4, pour que tes câbles passent où il faut. Hein. Faites gaffe à ça. Le méplat du rotor n'a pas de butée devant, ça c'est cool, j'aime pas ça.
Et là, regarde, hop, on a un gros méchant rotor de 92, effectivement. On a le fil qui est un peu merdé au milieu. Et ce qu'on ne sait pas, c'est du coup, est-ce que ce sont des aimants, est-ce que les aimants sont splittés? Là, regarde, on a une petite ligne au milieu quand même. Mais ça peut être que le câble. Donc fais attention. Ça, cette petite rondelle ressort. Tu vois, il y a un calage là, une petite rondelle ressort là. On a constaté aussi sur certains moteurs sur passe qu'on avait qu'au moment du montage, cette rondelle se baladait dans le moteur. Résultat, ça s'est mal passé. Parce que la rondelle a ratiboisé ce qui reste derrière. Le roulement derrière est plus petit. Ça, je suis pas fan. Je vais te dire pourquoi. Parce que en traction, quand ça fonctionne, tout comme les diffs, souvenez-vous, on a parlé des différentiels, la portée conique. Ton pignon d'attaque est conique comme ça. Ton diff est conique comme ça. Ils se repoussent l'un l'autre en fonctionnement. C'est pour ça que le roulement qui est côté couronne souffre plus que l'autre. Et là, c'est l'inverse. Quand le moteur, quand tu accélères, le moteur est tiré, le rotor est tiré vers le roulement arrière, lui prend toute la pression dans la tronche. Lui par contre, il va prendre les coups de la saleté qui passe entre couronne et pignon. Donc faut se méfier. En tout cas, on a un joli rotor de 92 ce coup-ci, on a un bien à la bonne taille. On va voir, c'est surtout les 82 qui m'intéressent. En moteur de 74, mes chouchous, ça reste les Robitronic, hein. Les combos Robitronic. Évidemment, c'est pas la même qualité 100% que le Hobbywing, mais puisque c'est bien sûr une version rebadgée, c'est un peu dégradé. Je rappelle que Coralie sont les seuls qui rebadgent le Hobbywing à sa pleine qualité. Le Vario, il y en a plusieurs qui font les vrais Vario Hobbywing juste avec l'autre logo. Mais les moteurs, il y en a beaucoup quand même qui ont les versions dégradées, c'est-à-dire que il y a des aimants de moins bonne qualité. Ah, regarde, j'ai laissé la cale. Ah, pas bien. Bouh. Bla 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 bla. Et regarde, tu fais mal le boulot derrière. Imagine un peu les gens qui bossent avec le portable. La merde qu'ils arrivent à te faire. Sont tellement préoccupés par regarder ce que font les autres dans leur vie qu'ils oublient la leur. Résultat, on arrive à des couilles pas possibles et du travail mal fait. En veux-tu, en voilà à foison. Là, j'avais une fois un mécano comme ça au boulot, je lui ai dit que j'étais chef d'atelier, j'ai demandé à tous les gars de laisser les portables au vestiaire. Hein. Et comme il y a une porte codée pour aller au vestiaire, personne ne pouvait aller au vestiaire quand j'avais dit qu'il fallait pas y aller. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est pas pour les punir, c'est parce qu'ils arrêtaient pas de faire des conneries. Ça oublie de te serrer des vis. Comme ça, passer du temps sur le téléphone, manque du temps pour finir, alors on fait mal le boulot. Et il y en a un qui m'a sorti comme excuse, ouais mais si ma femme veut me joindre, alors je lui ai demandé, je dis mais c'est secret défense là où tu bosses, ta femme ne sait pas que tu bosses ici dans ce garage? Bah si. Je sais pas, alors elle peut pas appeler à l'accueil comme tout le monde. Ouais mais elle est en train de faire les courses, elle a des questions. Faire les courses, si t'as besoin de l'aide de quelqu'un pour choisir la couleur du PQ. Si au bout de 2-3 ans de mariage, tu sais pas encore quelle pomme il préfère ton mec, ou l'inverse, hein, dans les deux sens, n'est-ce pas? Donc faites gaffe avec tout ça. Tu vois, tu papotes, tu fais le con, t'as le téléphone, c'est pire. On a un petit jeu axial sur le rotor, ça c'est bon. Les aimants sont pas trop balèzes, c'est une mode globale hein, de ne pas mettre des aimants trop balèzes. Ça permet un peu de chuter les consommations, le moteur monte plus vite dans les tours, mais on a une énorme différence sur le couple moteur. Et la surconsommation due à des aimants balèzes, je suis pas persuadé que ça soit tellement, tu vois, que le jeu en vaut la chandelle de mettre des aimants moins balèzes pour récupérer un peu de conso et de vitesse de montée en rotation par rapport à des aimants balèzes. Ça, c'est le 82 mm. Il te livre des vis avec M3, tête bombée. Ne mets pas ça, mais des vis M3 à tête cylindrique dans un moteur
Et vraiment, en plus, selon les supports, de toute façon, tu dois prendre des vis à tête fraisée. Tu te livres des M4. Et on a commencé à parler du film, on a oublié son utilité. Il est censé être juste au bout des filets ici pour empêcher trop de saleté de rentrer. Et que ta vis n'aille pas toucher ton rotor. Donc quoi que tu fasses, fais gaffe à la longueur de ces vis. Il faut être suffisamment loin dans le filet pour prendre comme il faut, pour que ce soit bien serré. Mais ne pas aller trop loin pour ne pas toucher le rotor à l'intérieur. Si tu touches le rotor, tu crées un court-circuit à l'intérieur. Si tu touches ne serait-ce que 2 câbles, tu abîmes le vernis, 2 câbles, le courant passe par la vis qui est reliée au carter. Ton moteur il radote. Tu peux le sauver dans certains cas, mais pas toujours. Alors le 1600, ça tourne un peu comme l'autre. On va sortir le 1300. Parce qu'il y a bien sûr des différences de ça. Non. Ah si, quand même un peu. C'est marrant ça. Enfin c'est marrant, c'est normal. C'est justement ce qu'on cherchait. Ouais, là on sent un peu plus les aimants. Flagrant chez SSS, le moteur, le Léopard que j'avais 500 kV et le SSS à 300 kV. Les rotors ils sont tellement durs, tu galères à tourner à la main. Et ça j'aime bien. Donc celui-là on est content avec, on va le ranger avant qu'il lui arrive quelque chose. 82, 82, 92. Donc là où la qualité pêche, donc sur la qualité de l'alu qui fait la cage, ça influe sur le refroidissement, sur le poids, la solidité aussi par rapport au montage. On a de plus en plus de carters devant qui ont de plus en plus de vis dedans. C'est un moteur de bonne qualité, honnêtement 2-3 vis ça suffit. Ils font ça bien sûr pour répartir la charge, mais derrière on a souvent toujours que 2-3 vis dans le carter. Et ce que je te disais avant, pour l'effort moteur qui tape vers l'arrière, surtout sur les engins où le moteur est fixé que par devant, souvent quand tu fais des grosses sessions de saut et de bâche, tu arrives de voir ces vis commencent à se desserrer, l'alu se déchirer, le carter commence à ressortir, donc faut faire gaffe à ça. On va en ouvrir qu'un des deux bien sûr. Donc 1006, perdu. D'où le fait que certains constructeurs commencent à mettre des clamps. Ça se fait depuis longtemps. HPI, c'est pas le seul, mais c'est un des premiers qui l'a fait. Il y a des pour et des contre dans chaque système. Moi, je suis pour la jonction des deux systèmes, c'est-à-dire ton diff fixé au même support que l'avant du moteur. Comme ça, il n'y a pas de mouvement entre ta couronne et ton pignon. Et une clampe en plus à l'arrière, qui bien sûr sera réglable sur le chariot avec, pour permettre ça le plus loin possible derrière. Pourquoi? Pour que tu aies la place de mettre le ventilo. Le problème, c'est bien sûr, c'est que ton constructeur va prévoir une taille de moteur, toi tu vas mettre une autre taille, donc ça ne sera pas toujours au bon endroit. Et ils ne peuvent pas faire bien sûr un trou oblong de ce sens, qui en plus est oblong de ce sens. Là, ça devient compliqué. C'est sûr. Mais il pourrait te faire 3 rangées de trous oblongs. Comme ça, tu mets ta clampe où tu veux sur ton moteur. Comme ça, il n'a pas de stress sur le carter avant, enfin moins. Il ne bouge pas à couronne pignon, parce qu'on a vu dans plein d'engins, c'est ce qui pose problème. Et maintenant, mon petit Mani, tu vas arrêter de causer, tu vas l'ouvrir. Sur certains engins, on a vu aussi que l'axe moteur étant trop long, quand tu montes un moteur dans les Revo 2, des fois, tu as un poil trop long avec ton moteur, par exemple, Robitronic ou Obi-Wing. Tout ce que tu as à faire, c'est mettre une petite rondelle entre le support et la vis de réglage chez Traxxas. Du coup, le moteur, il recule un peu, parce qu'en bas, il est sur un guide de 6 ou 8 mm de diamètre. Donc, hop, ça le recule un peu. Le petit jour qui entre de l'épaisseur d'une rondelle, c'est tellement minime. De toute façon, le sable, il passe aussi en dessous. Il ne faut pas que les débris rentrent. Le sable, il rentre quand même, de toute façon, dans ces montages-là. Du coup, ça passe. Chez Obitech, avec leur super boîte radio, tu es là. Donc là, tu défonces la boîte radio, parce que tu vas pas couper un axe de moteur pour ça. Faites gaffe. Dans les serpents aussi, dans certains cas où les moteurs sont montés comme ça et que tu as la lipo juste derrière, c'est juste aussi. Alors, là, on a le 1450. Pourquoi j'ai pris ces deux-là? Parce que je sais que le 82, ça devrait être un peu le limite pour rentrer dans le MTX, mais on devrait pouvoir bidouiller ça sans problème, sans faire un massacre non plus.
que le MTX sera quand même relativement lourd. J'aime utiliser des moteurs de 82 dans des engins de 5,5 à 7 kg. Enfin 6,5 vraiment. Ouais. 7 ça devient chaud en 82. Après je préfère passer sur soit du 92, mais comme tu es limité avec la vitesse de rotation rotor, plus le rotor est long, plus tu as de risque bien sûr de casser l'aimant. À ce moment-là, je préfère passer sur des moteurs en 49-85. Alors là aussi, la petite rondelle devant. On voit aussi qu'il y a une grosse masse d'équilibrage à l'intérieur. Regarde. Ils n'ont pas fait semblant. Sur le mastic, c'est pas très lourd, mais quand même. Moi, je préfère quand ils font l'inverse, quand ils percent un petit coup dedans, enlever de la matière. Je préfère qu'un ajout. Là aussi, on va faire doucement pour le sortir. La rondelle est bien en place. Et là aussi, on constate qu'on a vraiment un rotor à la bonne taille de ce moteur. Mais regarde, c'est ce que je te disais, hein. Ça, c'est un moteur Seine Racing. Non, je te dis une connerie. Ça, c'était un Léopard. Ça, c'est un moteur Léopard 42-82. Et on a quand même... Quoique, ça trompe. Ah non, regarde. Ouais, c'est la colle qui trompe un peu. Si, regarde, je vais me mettre à la limite aimant contre aimant. Il me manque quand même 5 mm. Hein. Regarde. Et comment tu sais que c'est à 82 et l'autre à 74? Longueur de l'axe totale. C'est simple. Hein. Tu vois, les anciens moteurs restent les plus balèzes. Tu vois là, hein, il y a 2-3 mm de moins. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. En tout cas, déjà, on n'a pas un truc rikiki à l'intérieur comme dans le VXL ou comme dans les Castle 49-85 à capteur. Alors là, quand j'ai ouvert ça, j'ai vraiment été, comment ils disent les jeunes, ah, j'ai été choqué. Ah, what the fuck. On devrait vous filmer, les gosses. Et on vous montre ça plus tard, vous allez dire, oh, c'est qui ce teubé? C'était toi il y a 2 ans. Merde. C'est normal, chaque génération a ses petits trucs. Nous, c'était l'époque du verlan. Ce que je fais là avec la visseuse, méfiez-vous. Il faut être vraiment habitué à le faire. Si t'es pas sûr, toujours, enfin même si t'es sûr, c'est toujours plus prudent de mettre une vis tranquille avec le tournevis pour sentir le début du filet. Après, à force de le faire, bien sûr, c'est comme tout. Tu t'habitues, tu développes le feeling. Ce qu'il faut, c'est pas merder au moment de serrer. Tu vois, regarde à quelle vitesse je vais tout doucement. Je vais pas comme un bourrin. Et aussi, il y en a plein, en fait, ils se prennent la tête, ils se comprennent pas. Et... il y a des mecs qui foirent aussi à la main, hein, donc de toute façon, je changerai. On va peser ce bébé aussi. Alors j'ai laissé la loctite parce qu'elle freine encore bien le filet. Évidemment, si tu veux le faire vraiment à fond, une fois que tu as ouvert ton moteur. Et pourquoi je vous montre toujours l'ouverture des moteurs? C'est les choses que vous devez faire à l'entretien. Beaucoup d'entre vous oublient ça. Je reçois des fois des moteurs qui sont dans un état à pleurer. Quand tu roules dans la flotte, ton moteur électrique il prend la flotte. Ça ne le dérange pas dans le fonctionnement. Mais c'est ton roulement qui craint le plus toujours. Si ça arrive derrière, de toute façon là maintenant, ça c'est le cas d'un roulement qui est fermé de ce côté. Donc si l'eau va jusqu'au fond, et elle rentre par là les mecs, hein. T'as vu ces gros trous là, là ça peut rentrer, le sable aussi. Donc de temps en temps, faut l'ouvrir, faut sortir tout, regardez bien où sont tes rondelles de calage. T'assurer qu'elles sont bien où en place derrière. Et faire l'entretien de ce truc. Le plus simple devant, c'est de boucher les trous. Alors tu peux mettre des BTR avec de la loctite. Le plus simple, ce que moi je fais, c'est ce que HP a décidé de faire de série, c'est que sur le moteur, il y a un sticker cylindrique qui bouche tous les trous que tu n'as pas besoin. C'est tout con, mais ça marche. Tu peux le faire très serré autour du rotor pour éviter aussi qu'un maximum de saleté arrive au rotor. C'est, comme je l'ai dit, c'est super couillon, mais ça aide bien. Hein, donc faites gaffe à ça. On va peser ce moteur. Aussi.
480 grammes. Donc 480 grammes, tu mets un Vario avec à 150 grammes. Tu es à 600 grammes, il y a le cerveau encore de côté, 60 grammes à peu près. Donc tu es bien. Si tu as le moteur Vario et cerveau d'un côté, et de l'autre côté tu prends une lipo standard d'à peu près 650 grammes, tu as un équilibre relatif, toujours plus ou moins. Donc pense-y, quand ton moteur est plus petit, machin, ta lipo toujours de l'autre côté va forcément faire peser plus, même si les éléments sont déportés pour compenser sur la plupart des véhicules maintenant, enfin depuis longtemps. Pensez à ça aussi, hein, quand tu passes en moteur 49-85 par exemple, sur des engins où tu n'as pas besoin, tu vas créer encore plus ce déséquilibre, puisque sont tout de suite 550-600 grammes ces moteurs. Après bien sûr tu peux dire je peux prendre le gros moteur, je peux prendre le gros Vario et je prends la grosse lipo de 1 kg. Dans ce cas là par contre tu alourdis tout le véhicule. Donc c'est les suspensions et la transmission du véhicule qui vont souffrir, plus l'ajout de grosses roues lourdes, etc., etc., etc. Prenez tout en compte. C'est sûr, c'est toujours mieux quand c'est bien léger. C'est de la lutte super qualité. Bien léger là-dessus, ça fait le boulot. Des roulements qui tournent assez vite et bien endurants. Et le fil de cuivre du bobinage fait de grosses différences, puisque je pense que tous ces trucs-là, c'est fait avec beaucoup de récup et plus du fil de cuivre neuf. Comme c'est fait par exemple chez Lenner. Les moteurs Lenner sont faits avec du fil de cuivre, c'est pas de la récup, c'est du cuivre à haute qualité. Il prend des aimants de haute qualité, il prend de la colle de haute qualité, et les moteurs Lenner sont capables de tourner à 70 000 tours minute, là où les autres justement vont lâcher entre 45 et 50 000. Castle et Obi-Wan arrivent dans les 60 000. Lenner c'est 70 000. Les moteurs en 74 avec, il peut te faire un 2400 kV qui prend 6S. TP Power aussi a changé le système. Chez Lenner aussi, il a fait un upgrade. Tu peux avoir une option en plus chez Lenner pour que ton rotor puisse tenir 90 ou 100 000 tours. Donc tu peux alimenter un 2000 kV en 8 ou 10S. C'est un truc de ma boule. Ah, attention, chez TP Power, au tableau des consos. Regardez bien ce que vous pensez être le bon moteur en KV pour vous et allez voir la conso, vous allez vous faire peur. Les moteurs TP, c'est très vite de 300 ampères, 400 ampères. Hein. Bien sûr, les perfs sont là, mais voilà, c'est fait juste pour rouler un petit peu, mais très vite, très fort. Donc, est-ce que ça vaut le coup pour toi d'acheter un moteur TP Power si tu vas l'utiliser qu'à la moitié du voltage et pas à plein tube par rapport à prendre un moteur de qualité de base comme ça? Je ne sais pas. Pour ça que j'ai pas de moteur Lenner ici, hein. C'est un moteur très très cher. Ça m'aurait démangé à la limite dans un X-Max parce que j'avais discuté avec lui. Il peut me faire un moteur qui tourne en 12 ou 16S avec une consommation de 80-90 ampères tranquille, qui aura la puissance du moteur d'origine, mais voilà. Est-ce que c'est nécessaire du coup pour avoir dépensé autant? Donc nous allons les tester. Ces petits moteurs, si vous en avez déjà, les mecs, faites-nous signe. J'attendais cette nouvelle série, parce que l'ancienne série, on n'était pas trop content avec, c'était pas cher, ça faisait le boulot, mais sans plus. Là, de ceux-là, par contre, on attend un petit peu plus. On est toujours dans les 50 000, donc comme les moteurs Sky RC, qui ont disparu, d'ailleurs. Quasiment. Enfin si, il y a une nouvelle génération, mais ça va pas haut. Les moteurs Tekin, aussi, ont des rotors souvent qui vont qu'à 45-50 000. C'est assez étrange pour du matos top qualité, ce qu'ils disent. J'avais testé moteur Tekin, je n'étais pas plus content que ça, franchement, c'était rien d'extravagant et les moteurs Obi-Wan en 6S ça sortait beaucoup mieux. Les moteurs Tekin n'ont jamais été vraiment faits pour le 6S parce qu'en compète ils roulent en 4. Donc moi par contre je suis plus du côté des constructeurs qui vont faire des moteurs pour le loisir qui peuvent utiliser en compète. Hein, si ton moteur peut tenir des tours de fou et il est solide au niveau de la colle du rotor et gros aimants bien méchants, il s'en tirera très bien aussi côté loisir, compète. Bien sûr, chez les Chinois, ils ont commencé à apprendre à faire quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant, c'est le packaging et l'image de marque. C'est quelque chose dont ils ont pris des grosses notions. C'est quand même sympa. Regarde, l'emballage est cool. Tu as le Rocket RC. Y en a un qui va dire « Ouais, ils m'ont piqué mon truc. C'est moi qui avais conçu le système. Ils ont barré le MLT. » Ils l'ont couvert en noir.
Ouais, si. Il est capable. Bien. J'attends encore avec impatience. J'aurais pu attendre de faire cette vidéo, d'avoir aussi les Vario. J'ai pris un Vario et une carte de prog pour tester. Ce que je veux tester, c'est justement ce boost timing à la fin. Donc l'augmentation du timing juste sur le plein gaz. Et il va falloir faire attention avec ce genre de truc. Puisque ce timing, c'est pensé pourquoi? C'est prévu pour un petit temps. Puisque normalement, avec ton brushless, comme je te l'ai dit, tu sors pas du virage et tu restes à fond 3, 4, 5 secondes. Non. Tu sors du virage, tu accélères ce que ton véhicule peut amener de force au sol. Ça sert à rien d'accélérer plus, tu moulines dans le vide, c'est débile. Donc si tu moulines à fond et que tu fais déjà tourner ton boost, c'est encore pire. Donc ton moteur va prendre ses 50-60 000 tours, même s'il peut prendre un peu plus que 50 000 à un temps donné. Sur toute ta ligne droite, ça va forcer. Alors que si tu l'amènes à sa Vmax et après, justement, tu arrives à la Vmax, là, il a le petit coup de boost. Là, de toute façon, si tu roules sur un circuit, si tu as fait ton terrain toi-même avec tes cônes, tu te fais une ligne droite raisonnable. Pour vous dire, au Jardiland, on a 100 mètres de pelouse et 100 mètres de goudron. Vous avez vu qu'on fait jamais les 100 mètres complets. Quand on fait vite le passage de vitesse, même là, je vais pas faire les 200 mètres complets. Je suis pas tout à fait au départ des 200 mètres. Il y a le temps d'accélérer pour passer à puissance au sol. Et on fait quoi? 50 mètres à fond. Et après, il faut aviser le freinage et laisser de la marge pour pas aller t'encastrer dans le portail U-Location. Par exemple. Qui, quand même, c'est sympa, parce que c'est une sécurité. Si quelque chose part en couille, perte radio, casse mécanique, on laisse filer tout droit, plang, c'est dans le portail, la machine est cassée, mais on n'a rien bousillé d'autre et surtout touché personne. Non, le but, c'est pas de passer dans le tas de bouteilles de gaz. Et donc, attention avec ces boosts, justement, c'est prévu juste pour une fraction de seconde. Et c'est surtout, c'est pas trop pour la ligne droite, là où le boost est vraiment le plus utile, ce qu'on a remarqué, si tu roules en S limité, comme c'est en compète, ils roulent en 4S en buggy. En buggy, je comprends, la plupart des circuits sont pas énormes. Ça suffit large, tu as les bosses, les virages, ton plein gaz sert à rien. Le moteur de 68 en 4S, vous l'avez vu, ça permet largement de faire le temps des manches de 10 minutes. C'est en GT vraiment que le matos souffre. Mais par contre, vous avez vu qu'en 4S, des fois, on est un peu limite sur rectif l'assiette pour les sauts. Et ce petit bout de boost peut te servir, puisque tu vas sauter avant ta phase de boost et tu vas utiliser ton boost en l'air pour récupérer l'assiette en cas de pépin. Nous, dans le loisir, sur le circuit, en général, contre-appel, ils redescendent. Sauf s'ils se sont loupés, ils vont arriver sur la contre-butte, là, ils vont chercher un petit peu pour reprendre. Deux usages donc totalement différents. En tout cas, faites gaffe, donc surtout en loisir. Les compétiteurs, comme disent, ont moins ce problème. Ou peut-être en GT, ça peut être problématique sur la ligne droite. À force de tirer sur le boost, tu vas dans des limites où ton rotor commence à souffrir. Niveau de la qualité d'équilibrage, c'est la même histoire. Si ta qualité d'équilibrage n'est pas suffisante, à un moment, il y a une vibration. Ce sont des micro-vibrations. Tu ne peux pas les sentir, les vibrations. Tu n'es pas dans le véhicule, tu n'es pas à bord. Et même quand tu le testes sur place, tu as tes cardans qui vibrent, tes pneus, tes machins, tu vois. Et même, tu as beau tout équilibré en statique. Sur le terrain, les jantes sont flex de tous ces engins. Donc, ça bouge, un petit gravier qui rentre, du sable. Ton équilibrage a servi 2 minutes quand tu roules. C'est pour ça qu'en compète, ils font pas d'équilibrage spécialement. En plus, ton pneu est mou, la carcasse bouge, il y a la mousse dedans qui peut se balader. Enfin, il y a trop de paramètres variables. Et donc, la qualité de cet équilibrage joue aussi, puisque si le moteur est bien équilibré, il ne va pas avoir ces vibrations qui sont si destructrices pour les roulements. Et toutes ces vibrations aussi vont poser problème au collage et à l'intégrité de l'aimant. Ensuite, tu peux éclater le rotor, donc soit parce que tu es en sur-régime, soit parce que tu es en régime élevé ou en pleine accélération, en phase de forcer, et quelque chose bloque ta transmis. Quelque chose qui passe entre couronne pignon, ça c'est fatal. Et aussi, rattraper l'assiette trop tard sur un véhicule quand tu atterris sur tes 4 fers. Véhicule qui n'est pas équipé ni de coach drive ni de slipper. Un véhicule
à 3 diffs, si tu atterris sur les 4 fers, c'est un problème. Si tu atterris sur 2 fers, ça passe cool. Un véhicule à 2 diffs, qui a rien au centre, ni slipper ni rien, il faut atterrir sur un côté. Parce que même un seul essieu va te bloquer toute la transmise. Hein? La plupart de ces véhicules n'ont même pas été faits pour faire spécialement des sauts et des trucs. Ou faire vraiment les cochons comme on fait avec. Donc pensez-y. Parce que tous ces chocs que prend la transmise sont répercutés jusqu'au moteur. C'est le point le plus faible qui va lâcher entre les deux. Certains s'énervent des fois quand couronne pignon pète. Eh ben, vaut mieux que couronne pignon pète parce que ton moteur est beaucoup plus cher. La plupart des temps, quand couronne pignon pète, tu as eu quelque chose qui est passé dans la transmise, tu as bloqué ta transmise trop fort après un saut, tu as accéléré trop fort, un gros piège, quelque chose qui casse les transmis ou les axes moteurs, où plein de gens se font piéger, c'est l'appel au saut. Pour nous, dehors, les freeriders, je t'explique. Tu as ta route, tu as ta butte. Tu arrives là, le train avant tape, le véhicule s'écrase, on provoque un flex du châssis, même si c'est un châssis alu, ne t'imagine pas que c'est une structure intégrale qui ne bronche pas, sinon tu n'aurais pas les cardans centrales bananés sur les Corolli par exemple. Même avec tout l'échafaudage dedans, tu arrives à plier les cardans, donc c'est que ça bouge. Tu vois, ça flex. Et à ce moment-là, il y en a plein qui arrachent les gaz pour faire le saut. Et ben toi, tu es comme ça. Tes cardans poussent sur tes diffs, ça comprime le tout, ça freine la transmise, ça la bloque. Si ton moteur est séparé de ta couronne, il peut y avoir plus ou moins de jeu créé à ce moment-là. Et là, toi, tu accélères à fond et tu sors. Donc, on l'a vu ici, jusqu'à 4200 watts, ça nous fait 6 chevaux et des brouettes. Sur X-Max, ça va grimper à 8 ou 10 chevaux à ce moment-là. Et c'est là que tu éclates tout à l'intérieur. C'est une erreur de pilotage, pas une erreur de qualité. Ceux qui font toujours tac 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 tac, gaz 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 gaz, clac les dents, bye bye. Hein? À fond la caisse en wheelie sur les fers arrière, différentiel de vitesse avant et arrière, donc tu vas rouler, ton véhicule il roule peut-être à 65, tu vas rouler en wheelie à 50, mais tu es à fond les gamelles. Donc les 15 km/h qui manquent à l'arrière sont ajoutés à l'avant, donc l'avant tourne beaucoup plus vite que l'arrière. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu freines pour poser et tu bloques toute ta transmise d'un coup sec. C'est pareil, ça te sort la transmise. Hein? Faites gaffe. Développez le feeling de ce qui se passe entre la radio et votre machine en brushless. En nitro, moins, parce que tu as l'embrayage qui entre. Si tu lâches suffisamment, en dessous d'un certain nombre de tours minutes, moteur et la transmission sont séparés. Il n'y a aucune liaison. Et en brushless, on est relié dur sur dur. Donc tout ce que subit la transmise, le moteur le subit. Tout ce que tu fais à ta gâchette, au moteur, va faire subir la transmise aussi. Et au milieu, tu as juste ce rotor. C'est pour ça qu'en grosse échelle, j'apprécie les moteurs SSS avec un axe de 10 sur les engins vraiment lourds. Pourquoi? Parce que ton axe est plus gros. Donc la surface de collage du moyeu est plus grande. C'est aussi simple que ça. Les constructeurs pourraient faire mieux, mais ce serait beaucoup plus cher. À la place d'avoir un axe avec juste un moyeu collé dessus, un moyeu où tes aimants sont collés, et le tout emmanché en force sur l'axe, le moyeu pourrait être usiné dans la masse pour avoir déjà la forme, pour accueillir les aimants. Et un constructeur, à un moment, qui avait fait un truc différent, c'est Thunder Tiger. Sur leur moteur, ils avaient un manteau en ferraille autour du rotor. Perte de performance, c'est sûr. Le rendement chute. Par contre, impossible d'éclater le rotor. Tu pouvais toujours encore le décoller, mais pas le casser. Donc, il faut choisir. C'est pas évident. Je suis impatient de voir les techniques futures qui vont arriver parce qu'ils améliorent de plus en plus, ils sont plus précis, les matériaux sont plus légers, de meilleure qualité, tout s'améliore. Et on va voir ce qui va se passer, ce qu'ils vont nous dégoter là. Comme dit, si tu fais un rotor usiné avec déjà l'enclave pour tes aimants, ça peut pas se décoller. Si tu utilises plusieurs morceaux d'aimants, ou au moins, même pas forcément un manteau entier, mais juste des anneaux, pour éviter que tu aies une grande surface d'aimant, il y a plein de solutions, mais le problème c'est le prix. Tu pourrais faire plusieurs stators. Tu
peux faire plusieurs stators, ton rotor divisé en plusieurs parties, avec chaque fois une liaison fixe entre, pour avoir des petits aimants, donc qui auront moins de chances de se décoller et de casser. Mais là, ça va plus aller, hein, ça c'est clair. C'est clair. Moi, je vous souhaite une belle journée. J'attends donc la suite, variateur et carte prog, pour tester ça. Alors, je vous parle, Action Modisme a peut-être déjà en stock tout ce qui est pour les supersoniques pour 1/10, très attendu aussi. Comme je l'ai dit, hein, le 1/10 avec l'augmentation des prix, c'est sûr, ça marche à nouveau plus fort. Moi, je reste, vous l'avez vu, cet été, je me disais, ouais, finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin des gros. Mais tous les hivers, tu en reviens au même constat. Dès qu'il y a ça de pelouse, que le terrain est dégueu, ouais, en fait, le gros, il passe crème. Salut les gars, bonne journée à tous.